Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que nous allons consacrer au cinéma belge francophone. Alors, et plus précisément donc aux films belges francophones qui sont sortis entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin. Alors on s'est dit que c'était une bonne idée de revenir sur tous ces films-là, sur l'actualité du cinéma belge en général, sur ce qui s'est passé durant ces 6 mois. Il y a eu beaucoup de choses. Nous avons choisi 10 films, 10 films belges francophones majoritaires. Alors malheureusement, on a dû en mettre de côté certains parce qu'on n'a pas pu les voir, notamment certains documentaires qui sont sortis parfois à l'Aventure ou à Flaget. Donc on retrouve les 10 grands titres majeurs qui sont sortis donc ici durant cette première partie d'année. Alors, mais avant de commencer ce tour en revue, on va quand même revenir sur l'événement principal de ces 6 premiers mois. Ça a été la sélection à Cannes de 3 films belges. En sachant qu'il y a des films qui sont coproduits par la Flandre, donc qui ne sont pas purement des films francophones, mais ils sont quand même entre les deux, quoi, hein, c'est des coproductions. Et donc ça a fait vraiment un gros buzz médiatique, hein, dire qu'il y a 3 films belges en compétition à Cannes, c'est jamais arrivé, sauf erreur de ma part. Et surtout, ben voilà, ça a eu un retentissement médiatique assez important. Alors il se fait que au final, le jour du palmarès, les 3 films sont rentrés avec un prix. On le connaît, donc le grand prix pour Lucas Dont, le prix du 75e anniversaire pour les frères Dardenne, et un prix du jury pour Félix van Groningen et Charlotte van der Meersch. Alors, qu'est-ce qui a été dit toujours à la suite de ce festival de Cannes? Ben, évidemment, on a poussé un grand cocorico encore sur, voilà, pour vanter un peu la qualité des films belges francophones et leur retentissement mondial, le fait qu'ils sont appréciés, etc. Alors oui, évidemment, on peut s'enthousiasmer, mais dans cette optique-là, je trouve que ce soit la presse en général et les commentateurs, les fans, etc., là, ils ont dit que, voilà, on ne parle pas des films en eux-mêmes, on parle surtout d'une forme de nationalisme que je trouve un peu dommage, parce que ça n'a pas il n'y a aucun critère critique dans cette approche-là. On célèbre la soi-disant vitalité du cinéma belge, mais je pense que ça continue néanmoins à cacher la forêt. Hein. Ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt, pour le dire autrement. Donc voilà, toi Thibaut, tu auras l'occasion de revenir, je vais passer la parole parce que tu as vu le film des frères Dardenne, tu n'as pas aimé, et nous avons publié un texte sur le rayon vert qui est déjà accessible. Et vraiment un très bon texte qui donne, je pense, vraiment l'idée de ce que représente ce film hein, par rapport au cinéma belge en général aussi, hein, tout ce qu'on a déjà dit et tout ce qui a déjà été dit et critiqué autour de ce cinéma belge-là. Donc un cinéma réaliste, psychologisant, parfois un film coup de poing, etc. Et puis il y a Lucas Dont, on n'a pas aimé Girl, et le nouveau film, donc son nouveau film, eh bien, il ne figure pas non plus, il n'a pas été vraiment apprécié par la presse cinéphile, dont nous on se sent proche au rayon vert, donc c'est-à-dire la cinéphilie parisienne, quoi. Donc, on peut aussi émettre des doutes sur son prochain film, mais on l'a pas vu encore. Moi, je le verrai à Deauville. Là, je viens de voir que ça allait être présenté à Deauville en spécial screening. Mais bon, un Grand Prix, ça paraît vraiment démesuré. Et bon, de toute façon, tous les commentateurs, en général, ont dit que c'était un des pires palmarès du Festival de Cannes depuis longtemps. Voilà. Donc ça, j'ai envie de les croire. Et enfin, le troisième film, voilà, Félix van Groningen, mais j'ai un peu d'affection pour lui parce que j'aime bien la merditude des choses. Mais après, c'est vrai que j'ai un peu moins aimé ce qu'il a fait après, voire pas du tout. Notamment Alabama Monroe, là, le film a 3 titres, je crois. Je sais pas lequel est le meilleur, et le juste, et l'original, mais voilà, c'est pas un cinéaste qui m'emballe non plus, et je comprends qu'il puisse avoir des prix assez facilement, quoi. Voilà. Donc voilà, cet événement à Cannes, pour moi, l'important, c'est que ça puisse quand même donner un éclairage sur l'industrie du cinéma belge, parce qu'on sait bien qu'elle fonctionne notamment grâce au tax shelter, qui est une très bonne chose selon moi, évidemment, parce que ça permet bien
de créer du travail en Belgique, donc puisque les dépenses doivent être faites en Belgique pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Donc si ces prix à Cannes mettent en lumière bien l'industrie du cinéma belge et ça intéresse plein de gens, etc., de venir tourner en Belgique, mais ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, le point de vue esthétique, c'est le point de vue qui nous intéresse nous. Là, je crois que, a priori, sauf retournement de situation improbable, les films ne vont pas nous plaire et on va continuer à critiquer ces films de la même manière qu'on l'a fait jusqu'ici, avec les mêmes critères. Parce que rien ne change finalement. Et c'est ce cinéma-là, qu'il soit primé ou non, rien ne change. Donc voilà, c'était un petit commentaire, mais je te laisse peut-être Thibaut, toi préciser, puisque tu as vu le film Frères Dardenne. Oui, après, globalement, je partage le même sentiment que toi, du fait que oui, ces films sont pas très excitants pour nous de notre point de vue. Voilà, je pense pas que ça va changer notre vision du cinéma belge. Enfin, en tout cas, voilà, j'attends pas grand-chose de Lucas Dont, en tout cas. Peut-être, disons que le film qui me laisse un peu plus de curiosité, c'est le film de Les Huit Montagnes, là, le Felix Van Grongen, qu'il a co-réalisé. Voilà, mais disons que c'est celui qui m'a l'air peut-être de sortir un peu plus de ce que nous on peut ne pas aimer dans le cinéma belge. Mais bon, à voir, ça allait quand même assez classique, donc voilà, je ne me fais pas non plus trop d'illusions non plus. Mais oui, donc, le film de Frères Dardenne, j'ai pu le voir en vision de presse et j'ai fait un texte dessus. Mais en fait, oui, moi, dans le texte, je commençais le texte en disant est-ce que les Frères Dardenne peuvent partir de Cannes sans prix, quoi. Le fait que les Frères Dardenne aient un prix, c'est un peu une tarte à la crème, quoi. L'impression qu'ils peuvent pas, on peut pas ne pas donner un prix aux Frères Dardenne. Et là, du coup, on leur donne ce prix spécial. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a un prix spécial d'un anniversaire du festival. Hein. Il y en a tous les 5 ans, il y en a un en fait. Mais bon, voilà. Donc du coup, ça devait leur revenir absolument. On a l'impression, tu vois, c'est un peu le passage obligé de Cannes, quoi. Il faut, voilà. Et je pense que, oui, c'est ça ce que je disais, c'est que ils ont, je pense qu'il y a juste une seule fois où ils sont repartis sans prix. Et voilà, et sinon ils ont systématiquement eu un prix. Bon, ce qui est un peu gênant là sur ce film-là, c'est que c'est vraiment tout. C'est un film qui représente un peu tout ce que nous on dénonce un peu dans ce cinéma qu'on n'aime pas. Et ça vient des Frères Dardenne. C'est là que c'est très gênant parce que bon, malgré tout, en tout cas moi personnellement, il y a des films des Frères Dardenne que j'aime bien toujours, plutôt parmi leurs premiers. Oui, c'est pareil. Et voilà. Et donc de voir ça, de voir que les Frères Dardenne maintenant font des films comme la plupart des réalisateurs, des jeunes réalisateurs francophones en Belgique, c'est-à-dire des films psychologiques, coups de poing, des films à thèse qui sont là que pour démontrer des choses. Donc ça, c'est vraiment, enfin, le film Frères Dardenne, Tori et Lokita, c'est un peu une quintessence de ça, quoi. Et ça vient des Frères Dardenne. Donc c'est un peu, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Que les Frères Dardenne, parce que bon, dans mon texte, je parle d'humiliation, voilà, d'un personnage comme ça qui est sacrificiel et qui ne sert que à être humilié et à être sacrifié pour appuyer finalement un discours que tient le film et qui est vraiment qui passe en plus par les dialogues. Enfin, c'est de manière assez grossière. Notamment à la fin du film. Voilà, de voir ça, moi ça m'atterre, quoi. Ça m'atterre de voir ça chez les Frères Dardenne, parce que malgré tout, voilà, dans leur premier film, ils avaient quand même on va dire, mis en place ou théorisé une démarche qui justement n'était pas démonstrative, en tout cas pas démonstrative par le dialogue ou ce genre de choses. Et les personnages des Frères Dardenne, à la base, ce sont des personnages qui se battent, quoi, et qui sont pas des personnages sacrificiels, au contraire, qui sont des personnages qui sont pas forcément des personnages sympathiques, positifs à la base, mais auxquels on a envie
se raccrocher et auquel on finit par être en empathie. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la bonne façon de dire ça, mais en tout cas, il y a un lien qui se crée quand même entre le cinéphile, le spectateur et ces personnages, qui fait que voilà, on est dans un pacte spectatoriel assez fort, etc. Et ici, dans Tori et Lokita, il n'y a pas de pacte. Je veux dire, c'est juste un personnage a été créé de toutes pièces pour souffrir, quoi. Et tout ça pour appuyer un discours. Donc voilà. Donc tout ça, on le retrouve dans le texte. Mais donc voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, ça n'augure rien de bon si ce film-là. Ce film que je considère vraiment comme le pire des Frères Dardenne, vraiment à un prix, ça n'augure rien de bon sur le reste. Allez, tu parlais de pire palmarès. Bon, je sais pas, il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça n'augure rien de bon à ce niveau-là. Et ce que tu dis ici à propos de Frères Dardenne sur l'humiliation et le destin sacrificiel des personnages, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films belges francophones, en tout cas. On l'a vu dans Un Monde de Laura Wandel, c'est un peu ça. Hein. Animals, dont on va parler tout à l'heure, c'est ça aussi. Ouais. Chez La Fosse, il y a ça aussi. Enfin, donc, c'est quelque chose de très répétitif. Et en effet, le voir chez les Frères Dardenne, c'est vraiment décevant, quoi. Surtout après Le Gamin en vélo, par exemple. Nous, on voit la fin. Moi, je te rappelle, on avait discuté ça, de la fin du film où le garçon se relève et s'en va alors qu'il est tombé d'un arbre. Enfin, en silence, et puis hop, le film se termine. Enfin, c'est une superbe fin, quoi. Et c'était il y a 10 ans, et ici, moi j'ai vu le film à travers ton texte, et je trouve que c'est étonnamment, c'est vrai que ça dialogue beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui dans un certain type de cinéma d'auteur belge francophone, mais aussi international. Hein. Il y en a aussi des films comme ça, il y en a plein, hein, donc malheureusement. Alors, il y a eu plein de festivals aussi cette année, dans ces 6 premiers mois. On les a pas tous fait parce qu'il y en a quand même quelques-uns, donc ça demanderait trop de temps. On a fait le Brief à Bruxelles qui était vraiment très bon. On a vu pas mal de bons films. Donc là, on va pas vraiment s'attarder, mais dire que une nouvelle fois, ils avaient proposé une belle programmation avec des films de Cannes, de Berlin, etc. Donc, et de quelques films belges qu'on a pu découvrir qui étaient intéressants ou non. Mais sur ceux-là, on reviendra au moment de leur sortie, parce que on en profitera, ce sera l'occasion de faire le bilan tous les 6 mois, comme on va essayer de le faire ici sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Alors il y a eu les Magritte aussi en février. On va pas revenir non plus dessus, parce qu'il y a un article que j'avais écrit à l'époque qui se trouve sur le site, où j'enfonce déjà un peu le clou sur des choses. Voilà. J'ai un peu tiré sur une ambulance. Bon, voilà, je suis pas très très fier non plus de mettre ça en avant, donc mais bon, il fallait quand même un peu rectifier le tir, parce qu'il y avait quand même certaines choses un peu ratées dans cette cérémonie, ça ne fonctionnait pas bien, quoi. Donc du coup, je te propose de commencer la liste des 10 films qui sont sortis entre janvier et juin. Alors nous allons suivre l'ordre chronologique des sorties. Donc c'est pas un ordre de préférence, mais donc un ordre chronologique. Et ensuite, à la fin, on va revenir sur quelques coproductions marquantes de ces 6 premiers mois. Parce qu'évidemment, en Belgique, c'est même un peu triste à dire, mais les coproductions sont bien plus intéressantes que les films majoritaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais ils sont souvent, grâce à certains producteurs belges et à la levée de fonds en tax shelter, les films peuvent voir le jour, des films audacieux, et il y a des producteurs belges qui participent à ces aventures-là. Donc on ne peut que s'en réjouir, évidemment, hein, pour ça. Voilà. Alors le premier film qui va nous intéresser, c'est L'Empire du Silence de Thierry Michel. Alors c'est vraiment un film intéressant pour moi à plusieurs niveaux. Et en même temps, il y a un peu de reproches, de limites, des reproches que j'avais adressés au film et qui sont là aussi à nouveau dans un texte que j'ai publié sur le Rayon Vert et qui est donc facilement trouvable sur le site. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce qu'il veut faire Thierry Michel dans ce film? D'abord, c'est alerter
sur la situation actuelle au Congo qui est toujours grave, politiquement, humainement, humanitairement, etc. Et donc son film commence par une intervention qu'il donne en même temps que le docteur Mukwege, donc l'homme qui réparait les femmes, à Genève. Il donne une conférence et on les voit s'alarmer ensemble sur la situation du pays. Et donc le film va vouloir être une sorte de résumé ou de plaidoyer efficace pour faire comprendre aux spectateurs ce qui ne va pas. Donc c'est pas un vrai documentaire de création, entre guillemets, où on travaille le réel, mais c'est plus un documentaire d'investigation, j'ai envie de dire. Donc il est très pédagogique, il y a une grande volonté pédagogique qui le traverse. Et moi, ça m'a un peu moins intéressé parce que ça rejoint moins une recherche esthétique dans le genre du film documentaire. Donc c'est un peu trop télévisuel par moment parce qu'il y a des entretiens qui sont tournés comme dans un reportage d'investigation classique, quoi, comme tu peux voir sur la RTBF et autres. Mais bon, Thierry Michel est journaliste aussi, hein, donc voilà. Donc c'est un film de journaliste, certes, mais quand même il y a des choses intéressantes. C'est pas très grave au final parce que ce qu'il montre aussi, c'est que au Congo, il y a une maîtrise de l'image et il y a une volonté de la part des autorités à ne pas de pas rendre ces images accessibles, donc de les effacer, de les détruire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'images de tous ces massacres horribles dont on entend parler, de tout ce qui s'est passé pendant ces 20-30 dernières années au Congo. Tout ça parce qu'il y a un appareil étatique qui contrôle le visible, quoi, pour le dire de manière un peu plus philosophique. Et donc, le film de Thierry Michel, L'Empire du Silence, eh bien, se retrouve un peu dans la même configuration que un film qui traiterait, par exemple, de ce que les nazis ont fait pour détruire les preuves derrière eux, donc, et de contrôler l'image. Donc, quelque chose d'assez similaire, même si, bien sûr, un historien pointu viendrait souligner les différences, etc. Mais nous, là, on n'a pas le temps de le faire, bien sûr. Mais on est face à un même procédé. Et on comprend que l'importance de l'image d'archive, ici, est décisive. Et celles qui se trouvent dans le film eh bien, ont une valeur inestimable, puisque, justement, ces images, on cherche à les détruire, on cherche à les faire disparaître. Alors voilà, donc on peut renvoyer à la lecture dans mon texte, je renvoie donc à la lecture du livre de Georges Didier Obermann, hein, qui consacre aux images des zones de recommando à Auschwitz, un livre fondamental et dans lequel eh bien, que Thierry Michel prolonge dans son film sa réflexion et s'inscrit vraiment dans la lignée de ça en accordant une place importante à l'image d'archives contre le récit du témoin, enfin l'interdiction de représenter ce qu'est le génocide, quoi. Pour préparer mon article, j'ai vu et revu des films de Thierry Michel. Je trouve franchement que c'est un documentariste et un cinéaste assez admirable. Et j'ai découvert le film Mobutu, roi du Zaïre, qui est extrêmement étonnant. C'est un film composé d'images d'archives essentiellement, de Mobutu donc, mais sans qu'il y ait vraiment un film narratif ou un récit classique d'investigation, etc., comme l'est l'Empire du Silence, pardon. Si tu veux, ce sont en fait toute une liste, toute une série d'images du quotidien de Mobutu. Tu le vois dans des soirées, tu le vois dans sa maison luxueuse, etc. Et tu vas même à plusieurs reprises pleurer. Donc c'est vraiment étonnant. C'est vraiment, on n'attend pas ça d'un film documentaire qui doit dépeindre un personnage aussi complexe que Mobutu et ce qu'il a fait, sa politique, etc. Et Thierry Michel prend vraiment à contresens les attentes de ce type de documentaire. Et donc c'est vraiment on va revivre l'homme devant nos yeux, quoi. C'est vraiment un film vraiment très spectral comme ça. Enfin, tous les films le sont, mais ici c'est encore plus, quoi. Parce que ce sont des images d'archives qui font revivre un fantôme, quoi. Il met vraiment au quotidien, vraiment sa vie au quotidien, quoi. Donc, vraiment, je recommande ce film, Mobutu, roi du Zaïre, un vrai chef-d'œuvre, selon moi. Donc voilà, je te passe la parole.
Ok. Je ne vais pas ajouter beaucoup de choses parce que tu as bien parlé du film et de ton texte. Et puis, bon, je n'ai pas, comme toi, vu ni revu des films de Thierry Michel après la vision de l'Empire du Silence. Mais oui, c'est-à-dire le sentiment que j'ai devant ce film, c'est que on est face à un film sincère, honnête, de quelqu'un, voilà, Thierry Michel, ça fait des dizaines d'années qu'il documente la situation au Congo, hein, donc tous ces films, je pense, parlent de ça, et donc on est dans un film qui finalement s'inscrit dans un travail sur la longueur, quoi. Et voilà, devant ce genre de film, on ne peut qu'être admiratif d'une certaine manière de la rigueur, du travail qui est fait, etc. sur ce sujet, de la démarche en fait, de la démarche d'honnêteté et en même temps d'engagement, mais qui n'est pas une démarche d'engagement factice où tu vois, on n'est pas dans parce que souvent il y a plein de films qui se disent engagés où c'est juste un auteur qui s'empare d'un sujet et qui va plaquer une sorte d'engagement factice, voilà. Là on est vraiment dans quelque chose où l'engagement il est viscéral, quoi, il est personnel, donc là tu te retrouves face à ça, surtout certains moments avec la voix off où vraiment voilà, il y a quelque chose de vrai, mais c'est pas très, voilà, j'emploie des mots un peu banals, hein, mais qui s'en dégage, même si comme tu disais, il y a aussi un aspect, évidemment, il y a un aspect didactique dans ce genre de film, parce que aussi c'est un film qui veut convaincre. Donc parce que avant je parlais du film Frère Dardenne où je disais ils veulent convaincre à tout prix, et donc du coup ils s'adonnent à de la manipulation de spectateurs. Mais bon, ici on n'est pas là-dedans, mais il y a quand même il y a évidemment cette volonté de convaincre, mais qui vient d'un engagement personnel qui est sur la longueur, qu'on ne peut pas remettre en question, si tu veux. Et puis c'est un film qui est, voilà, c'est un film qui n'est pas manipulateur. C'est un film qui est juste à travers l'archive, comme tu disais, expose des faits, et le fait évidemment à travers la voix de Thierry Michel. Donc évidemment il y a sa subjectivité, il y a sa voix à lui et son engagement à lui. Mais voilà, donc, en cela c'est un film qui est intéressant, même si, comme tu le disais, il y a ce côté didactique, mais c'est sûr que c'est un film qui peut être montré dans des écoles, qui peut être montré pour convaincre sur le plan politique, à des représentants, etc. Voilà, c'est un film qui est conçu comme un outil aussi pour convaincre, c'est sûr, mais voilà, qui est vraiment dans une démarche assez honnête et singulière, et voilà, et donc c'est en tout cas c'est un film qui reste intéressant à voir, qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu les autres films de Thierry Michel d'ailleurs, hein, vu que moi c'est pas mon cas. Et bon, quand tu parles du film Mobutu, Roi du Zaïre, là c'est sûr que là ça me parle, enfin les mots que tu as employés me parlent peut-être un peu plus sur le côté spectral, etc. Donc du coup je vais essayer de voir ce film. Il est sur Sooner, c'est jamais. Il est sur Sooner. Oui, sur Sooner. Accessible dans l'abonnement. Ouais. Mais donc voilà, oui, c'est sûr aussi, c'est un film qui donne envie de voir d'autres films précédents de Thierry Michel, c'est sûr, même si le film en lui-même n'est peut-être pas son plus singulier, qu'il est peut-être plus dans une démarche de convaincre, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais je propose de passer au deuxième film qui est sorti cette année, c'est L'ennemi de Stefan Strecker. Alors, bon, c'est un film que là, nous n'avons pas trop aimé, toi et moi. Non. Alors, Stefan Strecker, c'est quand même quelqu'un de très humble quand il parle du cinéma. C'est quand même pas très courant. Et ça éveille forcément la sympathie.
Je l'ai vu dans l'émission Ebb Taxi. Et là, il parlait vraiment voilà, des erreurs qu'il avait commises sur ses précédents films. Il disait que voilà, il n'avait pas réussi à faire ça aussi, ou que la scène était ratée. Donc, il y a vraiment chez lui quelque chose, l'humilité, et ça, je trouve admirable. Alors, moi, j'ai lu pas mal de choses positives sur l'ennemi, notamment en France. Mais pour ma part, voilà, ça m'a pas trop intéressé. Tout comme Le Monde nous appartient ne m'a pas intéressé non plus. Et Nos, pour nous, toi et moi, c'est un des films évidemment contre lequel on s'est opposé vivement, puisque c'était un film à sujet, c'est un film coup de poing, c'est un film d'humiliation, enfin, c'est ça quoi, c'est un film c'est exactement ce qu'on dénonce. Donc, de ce quatrième film, je n'attendais pas grand-chose, mais néanmoins, pourquoi pas, puisque c'était sur l'histoire du fameux meurtre et du mystère entourant l'affaire Bernard Westphal. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire, comment il allait monter tout ça, c'était quand même curieux, voilà, j'étais quand même curieux de voir le film. Puis finalement je me retrouve en fait devant 1h30 devant Jérémy Régnier, j'ai l'impression, qui incarne Bernard Westphal. Donc pendant 1h30 j'ai eu l'impression de voir que son visage et que rien en dehors de cela n'existait. Donc, c'est comme si Stéphane Strecker voulait nous laisser imaginer les situations et la vérité et tout le sens que pourrait avoir l'affaire, mais seulement en essayant de décrypter le visage et les gimmicks et donc de Jérémy Régnier. J'ai ça comme souvenir, j'ai rien d'autre, il n'y a rien qui se passe quoi, pour moi dans ce film. Il n'y a rien qui démarre. Quoi. À un moment, il n'y a rien. Ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. Il y a des films comme ça parfois qui ne démarrent jamais, parce qu'ils sont toujours dans l'exposition ou qui n'arrivent jamais à se lancer. Alors on comprend qu'il y a la part d'imagination et tout ça dedans, enfin, il y a, entre le rêve et la réalité, le rêve et le fantasme, etc. Mais c'est pas j'ai pas eu à un moment donné quelque chose qui m'a fait dire ok, j'ai compris quelque chose, j'ai compris ce que Strecker voulait me dire sur ces affaires, sur le meurtre, sur la culpabilité, etc. Non, j'ai rien compris, j'ai rien senti quoi. Et par contre, j'ai préféré, étrangement, le documentaire réalisé par RTL et en partenariat avec Netflix sur l'affaire Bernard Westphal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans ce documentaire qui est en 3 parties, je crois, eh bien, Bernard Westphal apparaît dedans et en tant que principal protagoniste. Donc, on a le suspect, le tueur potentiel. Il a tué ou pas? La justice a dit non, apparemment non. Mais bon, il y a quand même énormément de doutes qui planent autour de cette affaire et autour du personnage. Et lui se retrouve dans le documentaire. Donc ça, c'est intéressant. Voilà quelque chose qui est un peu... On peut vraiment écouter ce qu'il raconte et se dire... se faire sa propre opinion, mais vraiment, tous les ressorts sont montrés, quoi. Tous les ressorts de l'action, on a le récit, on a tout, on a les avis des journalistes, des amis, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un point de vue. Et donc, étrangement, selon moi, le documentaire me paraît plus réussi que le film. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les documentaires Netflix, ils n'arrêtent pas d'en produire sur les serial killers et les affaires morbides. Eh bien, j'ai trouvé là un moyen de me détendre. Parce que ça ne demande aucun investissement spectatoriel. Pour moi, le projet esthétique de ces documentaires est complètement nul. C'est-à-dire que c'est tous les mêmes. Ils se ressemblent tous, ils ont tous la même voix off, ils ont tous les mêmes effets, la même musique. Et finalement, tu sais qu'il n'y aura aucune surprise et que rien va filtrer. Et donc le cas de ce documentaire-là sur Westphal, c'est un peu mieux quand même, pour la raison que j'ai évoquée. Mais ça reste quand même des films hyper formatés et c'est passionnant parce que on est un peu voyeur, etc. Mais c'est passionnant de les regarder ces films-là. Et ça détend parce que bon, parfois il y a d'autres des exemples qu'on pourrait mettre un peu en exergue, mais voilà. Bref, parenthèse fermée. Je te cède la parole sur le film. Oui, comme tu le disais, oui, on a je dirais un passif avec
avec Stefan Straker parce qu'on a vraiment été assez véhément contre Nos. Enfin, c'est un film qui nous avait vraiment énervé, horripilé, voilà, tout ce que tu veux. Mais donc, oui, donc, c'est sûr que malgré tout, même si on essaye de ne pas avoir ça, on a quand même des a priori voilà, qui sont bien là quand on va voir un film de Stefan Straker, même si on essaye de mettre de côté voilà, les mauvaises expériences passées et de se dire qu'on va voir un autre film. Et voilà. Donc du coup, ben, voilà, l'ennemi... voilà, mettons de côté Nos, voilà, c'est un autre film, c'est pas du tout le même... pas du tout dans le même style de film, etc. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, on se retrouve quand même un peu devant un téléfilm, hein, devant voilà, une fictionnalisation, tu vois, un genre d'adaptation d'affaires, de faits divers, fictionnalisés, avec où on transforme les noms des personnages, mais en même temps, on transforme un peu les situations, mais un tout petit peu pour faire, voilà, pour créer une soi-disant distance, etc. Mais en fait, non, c'est quand même des films un peu plan-plan et un peu sensationnalistes quand même. Bon, ce film-là n'est pas vraiment, mais en fait, moi, ce qui m'a surtout marqué avec ce film, c'est que bon, un peu avant, toi, enfin Guillaume, tu avais participé à un colloque durant lequel tu avais un peu mis en exergue comme ça des clichés qu'on peut retrouver dans des films d'auteurs actuels, internationaux, voilà, un peu un peu des clichés des passages obligés de scénarios de films d'auteurs, notamment de films d'auteurs belges, mais également autres. Et tu avais fait une petite liste comme ça, non exhaustive, de choses qui pouvaient t'énerver, voilà, en tant que cliché, parce que tu les revoyais indéfiniment comme ça dans tous les films un peu du même style. Tu revoyais toujours les mêmes clichés, les mêmes passages obligés qui revenaient. Et donc j'avais entendu la captation audio de ce colloque, et juste un peu après j'avais vu L'Ennemi et je me suis dit mais en fait tout ce dont tu parlais, ils se retrouvent pratiquement tous dans ce film, quoi. Donc c'était un peu comique. J'ai une vision une expérience un peu comique dans le film en fait, parce que je me disais ah tiens encore un cliché, et voilà, il y avait je crois, c'est dès le début du film, ça commence, quoi. Il y a une scène de discothèque, il y a voilà, il y a évidemment des personnages qui fument sans arrêt. À la fin du film, tu as une scène au bord de la mer. Voilà, bon, ça fait partie des clichés que tu avais mis en exergue. Et j'avais l'impression vraiment que le film cochait tous ces passages obligés, tous ces tics d'écriture là, tu vois. Et donc, du coup, voilà, donc je regardais ça un peu. En fait, je me suis pas ennuyé devant le film parce que il y avait ce côté un peu comique comme ça dans la vision du film. Après, voilà, c'est un film évidemment qui est moins énervant que peut l'être Nos, par exemple, mais et puis bon, il y a deux trois petites idées qui sont peut-être pas mal, qui sont à creuser. Notamment, il y a le recours à des peintures de James Ensor, je pense, il me semble. Et il y a aussi un truc sur le masque, donc James Ensor avec les masques, évidemment. Et donc il y a ce truc du masque qu'on se met en société, machin, qui revient un peu dans le film et qui conclut le film d'ailleurs, je pense aussi. Ça se conclut sur une image donc Jérémy Régnier qui a ce masque James Ensor. Là, ça c'est un peu intriguant comme idée, tu vois. On peut la creuser, etc. Voilà. Donc ça va pas totalement inintéressé, mais en même temps, j'étais un peu quand même perplexe sur sur l'écriture de ce film, mais aussi sur le jeu. Il faut le dire quand même, sur le jeu un peu hystérique de Jérémy Régnier, qui est à fond dans ce film. Hein, il faut quand même le dire. Il est déchaîné, quoi. Hein, donc, mais on voit que lui, on voit que sa tête. Ses cheveux dans tous les sens aussi, il a plein de...
sais pas si Oui, oui, c'est ça, oui, c'est un peu une performance dans tous les sens du terme, un peu à la Nicolas Cage, un peu, tu vois, un peu n'importe quoi, Mais déjà, Jérémy Régnier, c'est pas un acteur qui m'intéresse vraiment au plus haut point en règle générale, et il y a une petite tendance au cabotinage comme ça qui est dans ce film-là, c'est assez bien mis en avant, en valeur par ce film-là, le côté un peu cabotin. Donc oui, voilà. Donc bon, voilà, j'ai rien d'autre spécialement à dire parce que c'est un film qui est pas non plus, voilà. Pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est un peu difficile. Ouais. Alors troisième film, La dernière tentation des Belges de Yann Bucois. Alors j'ai pas vu le film, donc là je te cède la parole tout de suite. Oui, eh bien, donc moi c'est un film qui m'a intéressé. J'ai fait un texte dessus qui est donc sur le rayon vert. Bon, en fait, si le film m'a intéressé, c'est aussi parce que, en même temps ou un peu avant la sortie du film, il y avait une rétrospective de la filmographie de Yann Bucois à la Tech à Bruxelles. À cette occasion, j'avais pu revoir tous ces films. J'ai revu plus ou moins tous ces films, ces longs métrages en tout cas, un peu avant ou après, je pense avant de voir la dernière tentation des Belges. Et donc du coup, j'avais une vision globale un peu de sa filmographie, de sa démarche d'auteur, de ce qu'il voulait faire dans ses films. Et du coup, j'avais vraiment une vision assez claire de ça quand j'ai vu donc son dernier film. Et c'est un film qui, en fait, Yann Bucois, sa démarche, déjà, c'est pas qu'un cinéaste, hein, c'est un artiste. Il écrit des bouquins aussi, il fait des expositions. Enfin, il est un peu multicarte, quoi. Et puis, ce qu'il y a aussi à savoir de lui, c'est que il se présente comme un anarchiste. Et donc, il y a aussi cette idéologie-là, cet engagement-là, ça transparaît aussi dans ses films. Mais ce qui, moi, m'a le plus intéressé, en fait, dans sa filmographie en règle générale, et dans ce film-là aussi en particulier, c'est qu'il se sert de l'art. En fait, son projet, d'ailleurs, il l'expose dans un de ses films, je ne sais plus te dire lequel, mais son projet, c'est de faire une espèce d'aplat entre sa vie et son œuvre. Et donc que les deux ne fassent plus qu'un. Et dans La dernière tentation des Belges, donc son dernier film, eh bien, il met en scène, il fictionnalise une discussion qu'il aurait avec sa fille disparue, sa fille qui s'est suicidée il y a plusieurs années. Et donc dans son dernier film, il fait jouer à un acteur, Wim Willard, un acteur flamand, il lui fait jouer son rôle à lui, c'est un peu son double dans le film, et il fait jouer à une chanteuse, actrice, Alison Deroux, qui est un peu connue, il lui fait jouer le rôle de sa fille, et donc il met en scène une discussion qu'il aurait avec sa fille après sa mort, entre guillemets, dans laquelle il parlerait de sa vie à lui, il lui raconterait sa vie, sa carrière, etc. Et donc c'est un film qui est quand même assez émouvant en fait, mais sous des dehors de films de films un peu bazar, un peu foutraque, ce aspect que revêt un peu toute son œuvre, hein. Tous ces films sont un peu comme ça, c'est un peu des grands foutoirs, des choses, des films trop pleins, des films avec où ça déborde un peu dans tous les sens, où il y a du mauvais goût aussi, il y a aussi un attrait pour le mauvais goût, aussi pour le folklorique, un peu pour le surréalisme à la belge, moi c'est pas quelque chose qui peut forcément qui me parle forcément au premier de premier abord, mais je trouve que chez lui il y a quelque chose qui fonctionne quand même, que dans cette marée, dans ce mélange comme ça, dans cette effusion qui part un peu dans tous les sens, mais il arrive à faire passer quand même une émotion, et
l'émotion, en fait, elle surgit comme ça sans crier gare, tu vois. Bon, c'est dans un autre de ses films, c'était un peu esquissé, mais c'était vraiment très bref, comme ça, où il parlait de sa fille, mais au milieu de n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment au milieu d'autres choses, où il fait des blagues de mauvais goût, et puis tout d'un coup, comme ça, il y a un truc vraiment, une petite phrase, un plan, une phrase, qui prend à la gorge, comme ça, sur quelque chose de sincère par rapport à sa fille. Et donc ça c'était, je pense, c'était dans La jouissance des hystériques, je pense, où ça m'avait marqué. Donc c'est un de ses films. Et puis dans ce film-ci, La dernière tentation des Belges, il reprend un peu cette idée, mais il la théorise, il la porte, ça devient le sujet du film, quoi. Et donc du coup, oui, ce film m'a intéressé, mais aussi en regard de l'entièreté de son œuvre que j'avais eu l'occasion de voir juste avant. Et dernier mot sur ce film, j'ai l'impression que il a été un peu méprisé à sa sortie. Bon, il est sorti qu'en Belgique, hein. De toute façon, c'est un film très belge, même si j'aime pas dire ça, mais voilà, je pense pas que ce film va sortir en France, ou alors il va sortir, mais il va être pris comme un objet exotique, voilà, mais je pense j'ai l'impression qu'il a été un peu méprisé à sa sortie, que Bucquois maintenant n'est plus considéré comme un cinéaste, parce que oui, effectivement, il y a un peu des débordements de mauvais goût dans tous les sens, et pas que dans ses films d'ailleurs. Mais moi je trouve que dans le paysage là, des films qui sont sortis depuis le début de l'année, c'est un de ceux qui m'intéresse le plus. Même malgré ses imperfections et tout ça, mais je pense que là vraiment, Bucquois, c'est quand même un auteur. Voilà, c'est un auteur avec son univers et tout, avec sa démarche, une démarche qui lui est propre. Et je pense que ça mérite mieux qu'un mépris de critiques. Enfin, j'ai entendu des choses assez horribles de gens qui n'ont même jamais vu de film de lui et qui voient ça et qui disent il faut arrêter de faire ce genre de. Enfin voilà, c'est toujours le même mépris de critiques qui ne comprennent pas ce qu'ils voient et voilà. Enfin voilà, je vais arrêter là. Je pense que j'ai assez bien parlé du film, donc. Ça donne envie de le voir, en tout cas. Ça donne envie de le voir. Peut-être que les critiques dont tu parles sont ceux qui ont encensé Animals de Nabil Ben Yadir, notre 4e film. Oui, forcément. Bon, private joke, hein. Voilà. Bon, ce film, on a fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube du Rayon Vert, sur laquelle on est revenu ensuite une deuxième fois dans une autre vidéo parce qu'on avait peut-être dit des choses trop rapidement. Donc on peut encore peut-être refaire le point ici, synthétiquement quand même, pour ne pas être trop long parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Mais d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que, on répète, c'est un cinéma qu'on n'aime pas, c'est un cinéma coup de poing, c'est un cinéma d'humiliation, c'est un cinéma qui simplifie beaucoup de choses. Et il y a aussi des problèmes un peu politiques là-dedans, de la manière dont on doit représenter, par exemple, voilà, les oppositions culturelles ou les choses comme ça, quoi. Donc ce film, voilà, on ne l'a pas aimé, ça c'est sûr. Il est composé de 3 parties. Une première partie qui se passe dans la famille du personnage qui va se faire battre à mort par le fait qu'il est homosexuel, donc. Qui est une partie à nouveau où on voit le père du garçon dire qu'il ne pensait pas se marier avec une Belge, etc. Donc encore quelque chose d'un peu compliqué à présenter, moi je trouve. Je sais pas, moi voilà, poétiquement c'est pas le genre de choses qui m'intéressent. Puis la séance centrale, la séquence centrale, même si elle est filmée en GSM, ça peut être intéressant, mais au fond on est dans l'humiliation, la torture, on est dans ce que le cinéma peut faire de pire, selon moi, donc de moins intéressant. Et enfin la 3e partie, qui se veut plus réflexive, ne l'est pas du tout, puisqu'elle est d'une simplicité, non, même pas de simplicité, elle est extrêmement simpliste, au sens négatif du terme, qui nous montre en fait qu'un des tueurs
à un père qui va se marier avec un homme, donc, et la scène se déroule à ce mariage. Et ça se termine là-dessus, comme un gros twist, là, bien lourd, pour nous scotcher dans notre divan, là, dans notre fauteuil, dans notre fauteuil et c'est extrêmement maladroit, quoi. Voilà, je trouve ça. C'est pas parce que c'est un rapprochement extrêmement maladroit, parce que c'est pas le cas, évidemment. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu lorsque on a pareil fait divers. On avait beaucoup parlé, toi Thibaut, tu l'avais beaucoup évoqué, c'est la violence, la monstration de la violence. Moi j'avais ensuite nuancé dans une deuxième vidéo pour dire que on ne doit pas moraliser trop, évidemment, la monstration de la violence, qu'il existe plein de manières de la montrer et de la donner à penser, cette violence. Donc il ne faut pas qu'on soit absolument contre ça, ou qu'on vienne dire ah non c'est trop violent, alors le film n'est pas bien. Non. Le film, je crois, a un rapport trop simpliste avec certaines choses. Voilà, avec les choses dont elle parle. Et que il y a d'abord l'idée de faire un film qui secoue bien, qui va être montré dans les écoles, et ça j'en doute un peu quand même, mais à cause de la scène centrale, quand même, puisqu'il est interdit au moins de 18 ans, hein, ce qui a suscité une polémique, on le sait, parce que justement il y avait une mission d'éducation. Alors la seule chose que j'ai envie de dire pour défendre le film, c'est qu'il obéit peut-être à la volonté du père, qui lui, si ça ne tenait qu'à lui, il serait un homme sandwich, qui se traballerait dans la rue avec une pancarte, des photos de son fils tabassé, massacré, quoi. Donc, Nabil Ben Yadir, il a voulu suivre un peu ça. Je pense qu'il a voulu écouter le père, il a voulu faire le film que peut-être le père aurait aimé voir. Donc un film qui ne cache pas la violence, qui ne cache pas cette violence, mais cette extrémité, quoi, cette torture, etc. Donc je crois que là, on peut peut-être dire, ok, il a fait ce film-là comme ça parce que c'est comme ça, parce que c'est le père voilà, et que la seule manière de répondre à ces gens-là, c'était de le démontrer tels qu'ils sont, et pas par un film réflexif qui aurait été... Bon, ce sont de très très grandes questions, de très longues questions, on n'a pas le temps d'en parler, mais voilà, un film qui ne nous a pas plu, ça c'est sûr, et qui s'inscrit dans toute une pratique du cinéma belge francophone qu'on a déjà dénoncé nous, mais aussi d'autres. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Oui, je vais pas rajouter grand chose parce que j'ai l'impression qu'on a quand même dit beaucoup de choses dans la vidéo qu'on a consacrée au film. Après, oui, par rapport à ce que tu dis, du fait que c'est la volonté du père de montrer, de montrer les choses dans leur violence et dans leur horreur. Moi, j'ai quand même toujours un petit problème avec ça, parce que c'est ce que moi je disais par rapport au film et par rapport à sa démarche, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de voir absolument ces choses-là dans toute leur horreur pour savoir qu'elles existent. Et c'est un film qui dit le contraire, qui dit qu'il faut, pour que les gens comprennent que ça existe, il faut absolument qu'ils voient l'horreur de ces choses-là. Moi, j'ai l'impression que c'est une manière de prendre les gens pour des cons, c'est ce qu'on disait dans la vidéo. Et donc, du coup, moi, je peux pas adhérer à la démarche de ce film. Et même l'argument que tu donnes par rapport au père, oui, très bien, peut-être c'est sa volonté, mais c'est pas pour ça que le cinéma doit s'emparer de ce genre de démarche qui moi, me déplaise. Et j'ai rien contre la violence au cinéma. Il y a plein de films que j'aime qui sont des films violents. Voilà, c'est juste dans ce cas particulier, dans l'utilisation de la violence, dans ce cas particulier touchant à quelque chose à un fait réel, et aussi la façon dont cette violence est utilisée pour convaincre, comme outil finalement pour
capter le spectateur et le rendre acquis à sa cause. Parce que c'est un film qui se veut, le réalisateur dans ses interviews et le film dans la manière dont il était vendu, présenté, etc. Ça se veut comme le film imparable sur le sujet, voilà, qu'on ne peut pas le critiquer, parce que si on critique, on critique on critique la dénonciation de l'homophobie qu'il fait et autre chose. Donc c'est un peu si vous êtes avec nous, si vous êtes contre nous, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, quoi. C'est un peu le discours qui entourait le film et que je trouve extrêmement déplaisant, et voilà, et qui fait que ce film, je peux pas, je ne peux pas défendre ce film de quelque manière que ce soit, voilà. Donc oui, voilà, et le reste ça se trouve dans la vidéo. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à un climat, je veux dire une démarche globale de financer ce genre de film à sujet, coup de poing, etc. Oui, ça c'est aussi une problématique voilà, qui nous travaille, le fait que ces films-là soient subsidiés, défendus, financés sur base de sujets et de démarches de convaincre sur un sujet précis, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs, de scénaristes, etc. qui ont envie de dénoncer cette démarche-là globale qu'il y a pour le moment dans le cinéma belge francophone, du fait que les films soient défendus et financés sur base uniquement de cela, de cette volonté de mettre en avant des sujets et de faire des films didactiques sur des sujets, etc. Et donc du coup, ce qui ne laisse plus vraiment la place à des films qui soient plus personnels, plus singuliers, et que voilà, je pense que malheureusement ce genre de projet va dans le sens d'une uniformisation de films d'auteur à sujet, voilà, c'est un peu ce que nous on n'aime pas du tout et ce qu'on dénonce à longueur de temps. J'ai l'impression un peu de me répéter, voilà, j'ai l'impression de radoter un peu, mais on va le faire encore. C'est un peu ce qui nous travaille, quoi. Donc, il y a encore d'autres cas. Animal, c'est vraiment la quintessence de ça, et c'est un peu avec ce film-là, j'ai l'impression de radoter parce que c'est vraiment le symbole de tout ça, quoi. Il est produit par les frères Dardenne aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Donc c'est un film qui n'aurait pas pu ne pas être produit. Donc simplement, puisqu'il est soutenu par les Dardenne, on peut pas dire non aux frères Dardenne, je pense. Donc je crois que c'est pas moi qui le dis. Hein. Je ne fais que relater des propos. Que, effectivement, comme tu dis, beaucoup de personnes tiennent dans les coulisses. Hein. Voilà, nous ne sommes que on ne fait que répéter ce qu'on nous dit, ce que nos sources, les gens nous disent, quoi. Voilà. Point 5, cinquième film, L'ombre d'un mensonge de Paul Villaners. Ce film, on l'a vu ensemble, parce que voilà, on s'était dit qu'on allait préparer cette émission pendant l'été, et qu'on essaierait de voir les films ensemble ou dans la mesure du possible. On est sorti et on s'est dit, ok, c'est un film honnête, c'est un film sincère. On voit qu'il essaye de travailler vraiment au départ de sa sensibilité et de son goût pour les beaux espaces, etc. Maintenant, moi, je rejoins la critique qui a été faite dans les cahiers du cinéma par Marco Suzal, c'était de dire que finalement, il y a dans ce film une espèce de pudibonderie, puisque le sommet un peu du romantisme serait de se prendre la main en public, hein, lors de cette scène où les deux, le couple va enfin revenir l'un vers l'autre en se donnant la main tout discrètement, tu vois. Je sais plus c'est quoi, c'est pas un enterrement ou un truc comme ça, je sais plus la scène. Et puis en fait, puis après il fait un dézoom complet. J'ai pas compris le plan là. Il fait un dézoom complet une fois qu'ils se tiennent la main.
Donc moi je suis assez d'accord avec la critique du ZAL à ce niveau-là. Je trouve que le film est un peu petit bon, voilà, un peu, c'est un peu, ouais, allez, ça ressemble un peu à ces romances, ces films de romance anglais, euh, ou des téléfilms un peu, des films, des téléfilms d'amour, quoi, tu vois. Euh, enfin, c'est pas le cas parce que forcément il filme bien, il filme des beaux décors, il a un sens de la photographie, j'ai envie de dire. Mais moi, ce que je vois plutôt, c'est des images, c'est trop léché, quoi. Tu vois, moi, j'aime pas ça, quoi. C'est un film qui cherche trop à faire de belles images. Ça, j'aime pas. Moi, je préfère, voilà, voilà, j'aime pas, quoi. C'est un truc, c'est comme disait Godard, hein, c'est des images justes, ou juste des images, quoi. Cette fameuse phrase, les images justes, c'est ça, quoi. Moi, je trouve que c'est un film qui est rempli d'images justes, mais qui ne me procure rien, quoi. Voilà, des beaux plans, des beaux décors, ok, très bien. Euh, mais il est sincère et voilà, il est sincère. On peut encore citer peut-être, allez, là où ça va pas très bien, c'est la scène où il meurt dans sa voiture. Moi, je veux dire, Marion Cotillard à côté, c'est rien, quoi, hein, dans Batman. Franchement, enfin, je sais pas, c'était un peu comique, quoi. Enfin, c'était pas très réussi, quoi. Et puis il reprend conscience aussi à un moment donné, là, dans le bar, je crois, où il se trouve. Et il se rappelle tous ses souvenirs. Enfin, il y a une sorte de, je sais pas, voilà, je trouve que c'est un peu maladroit, mais c'est sincère, donc on peut pas, moi je peux pas lui en vouloir, quoi. Et enfin, c'est quand même je crois que c'est vraiment son premier gros succès, on va dire. Je crois qu'il a tourné autour des 30 000 entrées en Belgique, ce qui est énorme quand tu sais que la moyenne pour des films belges et des films d'auteur, c'est plus ou moins 5 000 entrées, et que 70% des films belges ne font pas 10 000 entrées. En tout cas, entre 2015 et 2019, enfin, quand j'avais fait le calcul pour mon article, 30 000 entrées, c'est énorme, c'est énorme. Et en France, je crois qu'il a fait aussi quelque chose comme plusieurs centaines de milliers d'entrées, 200, 300 000. Donc c'est un excellent résultat pour lui, hein, et je pense qu'il doit vraiment être content parce qu'il a enchaîné beaucoup de bides qui l'ont fait un peu, qui l'ont un peu fait, bah, comme beaucoup de cinéastes belges, ça les fait, ça les peine, quoi. Hein. Je me rappelle pour les géants, il s'est créé un gros four. Et après, celui d'après, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais c'était pas terrible non plus. Donc voilà. Donc on peut dire que son honnêteté et sa sincérité sont récompensées d'une manière, voilà. Donc il y a un succès dans les salles. Je te cède la parole. Oui, oui, j'ai pas grand chose à dire. En fait, oui, tu dis, bon, c'est son premier grand succès, etc. Moi, j'ai l'impression que si c'est un succès, ce film, je pense que c'est parce que ça n'a. C'est pas vraiment un film belge. Enfin, je pense que la façon dont il était. Enfin, l'aspect du film, en général, que ce soit son affiche, son titre, la bande-annonce et le film en lui-même, ça peut très bien passer pour un film anglais lambda, voilà, un peu de bonne facture, comme ça, un peu téléfilm, comme en Belgique, ces films-là, enfin, en France, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit la même chose en France, mais en Belgique, ces films-là, c'est un peu une valeur sûre dans les salles, en fait, parce qu'il y a un public âgé qui va les voir, quoi, qui vont voir tous les films avec Colin Firth, enfin, tu vois, ce genre de choses. Voilà, et ce film-là, j'ai l'impression que c'est. Voilà, s'il n'y avait pas Bully Lanners dedans, si c'était pas un film de Bully Lanners, ça peut très bien passer pour un film de plus labellisé BBC, quoi, tu vois, pour un public d'un certain âge, avec des acteurs d'un certain âge, peu romance troisième âge, comme ça, voilà, avec, oui, comme tu dis, des belles images, des beaux paysages, voilà, il y aura toujours un public, il y a pour le moment un public pour ça, je ne sais pas s'il y en aura toujours un, mais pour le moment il y en a un. Moi c'est un type de cinéma qui ne me parle pas, voilà, j'ai du mal à considérer ça comme du cinéma d'auteur. Maintenant oui, comme tu le disais, ce film-là, il y a rien à, il n'y a pas de raison de l'en vouloir à ce film, ni à Bully Lanners, je veux dire.
c'est un film qui est dans ce que lui fait, dans sa sensibilité, dans les images qu'il veut créer, etc., qu'il veut faire, qu'il veut retranscrire. Voilà, il n'y a rien à lui reprocher, c'est juste que moi, c'est pas un cinéma qui me parle, et je pense que c'est pas un cinéma qui parle aux cinéphiles tel que nous on se voit cinéphile. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il a fait quand même la une de Positif, il me semble, hein, où a été le film du mois chez Positif. J'ai peut-être vaguement vu ça. Oui, oui. Oui, bah, Positif, c'est aussi pour un certain âge, non? Enfin, désolé, hein, mais... Positif, c'est illisible. Oui, ça m'étonne pas qu'ils aient fait la une de Positif, non, ça m'étonne pas vraiment. De toute façon, chaque fois que j'ai acheté Positif, moi, ça m'est tombé des mains, donc c'était vraiment catastrophique, quoi. Donc ça fait longtemps que j'ai pu acheter, hein, mais c'était horrible, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... Ça m'étonne pas que ça puisse être un succès ça puisse être plébiscité chez Positif. Alors, 6e film de l'année, c'est Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Alors d'abord, on pensait le mettre en coproduction, mais apparemment c'est quand même un film majoritairement belge, si j'ai bien compris. En tout cas, il y a beaucoup de Belges, même si c'est quand même des réalisateurs français, parce qu'ils ont étudié en Belgique, etc. Bon, ce film-là, on a aussi parlé, on a fait une vidéo dessus, toi tu as fait un article sur les rayons verts. C'est un film que nous avons beaucoup aimé, pour plein de choses. Moi, rapidement, pour rappeler, et je renvoie la vidéo après, ce sera dans les liens en dessous, dans la description de la vidéo. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ils ne font pas, ils ne jugent pas le monde du low cost, mais ils essaient de comprendre ce monde-là comme un mode de vie, une existence comme une autre, une forme d'existence qui a ses propres spécificités, sa propre singularité, et ça qui est d'emblée passionnant, quoi. On n'est pas du tout, donc vraiment pas du tout dans ouais, le low cost c'est pourri, non. On vit dans un monde où il y a du low cost, ça fait partie de notre quotidien, de nos modes de vie, etc. Il y a des hôtels Formule 1, et d'ailleurs ils ont fait un film là-dessus, Emmanuel Mar a fait un film là-dedans. Il y a des complexes, des complexes industriels comme ça en Espagne pour accueillir les gens. Enfin, voilà, le low cost fait partie de nos vies et eux ils ont voulu essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et donc rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Puis il y a plein d'excellentes scènes où il décline ça, où il essaye un peu de jouer, de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de ce monde-là, quoi. Donc moi j'aime bien la scène que j'avais dite, je crois que c'était chez Charles Leclerc dans l'émission Les 400 coups, la scène de l'alcool la bouteille d'alcool dans l'avion. Donc il y a en fait une femme âgée qui stresse et Adèle va lui acheter une bouteille d'alcool, un truc que personne n'achète sauf les fêtards, et va lui offrir pour qu'elle boive ça et se sente plus détendue. Je trouve que c'est vraiment intelligent de jouer avec tous ces objets-là, et de tout ce monde-là, c'est un peu un film marxiste, tout ça. Enfin, j'ai un peu développé ça dans la vidéo. Ça peut aussi être vu comme un film sur le deuil parce que Adèle et sa sœur ont perdu leur mère. Alors oui, mais ça va plus loin quand même. C'est pas que ça. Le film de deuil fait partie du film, mais c'est un aspect parmi d'autres. Donc ce n'est pas un film trop pesant non plus. Et puis la fin est assez intéressante, la fin à Dubaï, là, entre émerveillement et nouveau départ. Et voilà, donc je ne dirais pas plus parce qu'on a dit beaucoup. Et en tout cas, c'est un de mes films préférés de l'année, ça c'est clair. Oui, bah, moi aussi, c'est un de mes films, ça reste un de mes films préférés de l'année. Bah oui, je pense que voilà, comme toi, on en avait déjà pas mal parlé. Moi, oui, je l'ai vu deux fois à ce jour et je pense que je le reverrai encore une troisième fois bientôt. Donc, les deux visions, en fait, m'ont aidé à avoir un aspect différent du film. Dans la première vision que j'ai eue, j'étais un peu axé sur la performance de l'actrice, sur l'utilisation de l'actrice dans le film, la manière dont elle était mise en scène au milieu
de gens qui jouent leur propre rôle dans des situations qui préexistent à son arrivée dans ces scènes-là. Voilà. Et donc, je trouvais, donc mon texte était un peu axé là-dessus, sur le fait que l'actrice devienne un peu autrice du film aussi de son côté, même si, bon, évidemment, c'est un film qui est quand même assez... c'est un vrai film d'auteur, donc c'est un film qui est maîtrisé par ses auteurs, mais je veux dire qu'il y a un film parallèle qui coexiste, qui existe à l'intérieur du film. Et puis la deuxième vision, effectivement, où j'ai plus vu ce dont toi tu parlais aussi, évidemment le côté sur le cost, sur ce côté-là, cette low-costisation de la société, et puis oui, la démarche même du film dont je parlais, le fait de mettre une comédienne face à de vrais hôtesses de l'air, de vrais stewards, de vrais instructeurs, etc. Où tu vois vraiment, voilà, il y a aussi quelque chose de politique là-dedans, dans ce geste-là, évidemment. Après, voilà, on peut y voir un côté immersif aussi, mais c'est pas vraiment ça non plus. Et sinon, dans la deuxième vision que j'avais du film, j'ai aussi été plus ému en fait par le film, notamment sa deuxième partie. Je parlais, oui, c'est un film un peu sur le deuil, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a ému. Mais il y a une scène notamment dans la deuxième partie, donc le personnage principal retourne dans sa famille auprès de son père et de sa sœur, et il y a une scène entre les trois que moi je trouve vraiment très belle scène, éclairée par un seul spot dans la pénombre comme ça, et où le père raconte la naissance de ses filles, leur raconte à elles leur naissance respective. Je trouve que c'est vraiment une très belle scène. Et voilà, donc oui, non, c'est un film. C'est vrai qu'on a du mal un peu à. Tu disais, oui, est-ce qu'on le considère comme un film belge ou pas? C'est tellement, ça ressemble tellement pas à l'image cliché que nous on se fait de films belges. C'est tellement, voilà, qu'on a l'impression d'être devant un film français. Ah bon, c'est sûr, voilà, c'est un film français par plusieurs aspects. L'actrice principale est française, et voilà, mais oui, on a tellement pas l'habitude de voir un film belge de cette qualité-là que donc du coup on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un film belge? Mais oui, c'est un film belge. C'est un film belge. Voilà. Je te propose de passer au 7e film, alors Inexorable de Fabrice Duels. Là aussi, il fait pas trop film belge comme on l'entend nous, en tout cas film belge francophone, donc c'est pas... Il n'y a pas ici l'ambition de faire un film coup de poing ou un film d'humiliation ou un film social au mauvais sens du terme. Mais néanmoins, pour moi, ça reste une déception quand même, malgré cette volonté de se détacher de la production courante. Alors pourquoi c'est une déception pour moi? Parce que moi j'aime bien ce qu'il a fait avant, j'aime bien Vignal, j'aime bien Alléluia, qui me paraissent être des films un peu plus expérimentaux. Et depuis Adoration, du moins Adoration et Inexorable, vont plus vers un récit psychologique quand même, sur un problème, en tout cas, qui aurait un problème psychologique chez les personnages. En tout cas, là, ici, dans le film, c'est la jeune femme donc, qui veut s'imposer dans le foyer, familial. Donc, on est dans le mode d'un pur home invasion, quoi. C'est un peu ça. Et peut-être que Duels ici veut faire un hommage à ce genre-là, représenté par le film de Pasolini, je n'ai plus Théorème, et toutes sortes de trucs américains et autres. Alors, est-ce qu'il a voulu faire ça? Je sais pas. Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Les home invasion au cinéma, c'est quelque chose. Je n'arrive pas à trouver d'intérêt à ces films-là. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe, la même montée dramaturgique, le même type de récit, et avec souvent un final sanglant, et c'est encore le cas ici, puisque on assiste à un final sanglant que je trouve assez simple, assez facile,
Donc voilà, je trouve que là qu'il manque un peu d'originalité dans ce film, je trouve. Néanmoins, visuellement, il y a toujours chez lui ce travail. Je crois que c'est tourné en pellicule encore, hein, je pense, hein, qu'il le fait toujours en pellicule. Je ne l'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça. Et toujours cette recherche de grain, cette recherche de lumière qui est proche d'un cinéma qu'il aime bien. Donc, il est toujours dans une revendication et dans une descendance revendiquée donc de ces sources d'influence que sont Beto Looper, etc. On ressent ça chez lui. Et donc, chaque film est l'occasion pour lui de faire quelque chose qui soit une tentative esthétique ou un essai esthétique qui renvoie à des sources d'inspiration nombreuses. Donc il se fait plaisir, mais moi en tant que spectateur, je ne me suis pas fait plaisir. Voilà. Là j'ai un peu souffert pendant le film. Et il y a même cette scène un peu, après il perd un peu sa cohérence où Benoît Poulvord monte dans sa voiture de sport, là, sa voiture bien coupée, je ne sais pas si c'est une Audi ou une Mercedes, je ne sais pas trop. Et il filme les pneus en train de démarrer, tu sais, comme dans un film d'action à l'américaine. Donc je sais pas ce qu'il veut nous faire avec. Enfin, je vois pas l'intérêt de ces scènes-là, quoi. Ok, il y a une urgence peut-être dans le récit à sauver sa femme. Moi, je sais plus c'est quoi exactement ce que j'ai oublié, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire cette plan sur la voiture qui démarre, comme dans Fast and Furious, enfin. Donc je comprends pas. Parfois il y a un peu un manque de cohérence et j'aimais mieux ce qu'il faisait avant, mais je garde toujours voilà l'espoir enfin maintenant c'est toujours moi qui en tant que spectateur ici, hein, c'est vraiment mes propres goûts dont je parle et Inexorable ne correspond pas à mes goûts et il va vraiment dans un chemin qui ne me convient pas, quoi. Alors bon, ça a pu plaire à plein de gens, le film a eu du succès, enfin sur Twitter et tout ça. Je sais pas s'il y a eu un succès en salle, je pense pas. Malheureusement, je crois qu'il enchaîne encore des échecs, mais je n'ai pas vérifié. Mais je l'ai vu passer, je crois que c'était pas terrible. Donc voilà, je continuerai à suivre Duets avec intérêt et en attendant peut-être des films plus expérimentaux dans l'avenir. Voilà. Oui, par rapport à ce que tu disais, cette scène là, avec la voiture qui démarre, voilà, où tu as l'impression de voir un film d'action, voilà. Fabrice Duels avait fait une courte interview là dans les capsules Cinévox, je pense, hein, et où il disait oui, allez voir mon film, au moins il y a de la tension. Oui, et donc c'est ça, c'est en fait, fait il veut l'impression qu'il veut, il veut faire ça, un film de tension. Ça, il y a un côté un peu, oui, comme tu dis, il veut faire un film d'action décérébré, quoi, un thriller un peu basique, quoi. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça dedans, ouais. Ouais, c'est vrai que ce film, il laisse un peu perplexe par rapport à ses autres films, parce que oui, il y a un côté un peu mainstream, quoi, par rapport à ses autres films de la passion. Après, oui, il y a toujours, visuellement, il y a toujours, comme tu disais, ce grain, c'est une image un peu particulière, un peu sale, entre guillemets, voilà, donc il garde quand même ses singularités, ses obsessions, aussi, toujours thématiquement et visuellement, il y a toujours plein de récurrences comme ça chez lui, hein. C'est la couleur rouge par exemple, avec chaque fois la robe rouge là par exemple, tu vois qu'il revient ici encore comme d'habitude. Tu as des prénoms Gloria là, qui revient tout le temps. Gloria, oui. Il a vraiment un côté obsessionnel, Duels, qui est toujours intéressant. Même dans ses films les plus mineurs ou les plus mainstream comme celui-là, quoi. Ça c'est intéressant, Gloria. J'ai oublié de mentionner Gloria parce que je pense que ça c'est intéressant. Et à un moment elle est au bord de l'eau, elle dit je suis vraiment heureuse en ce moment. Enfin il y a un plan énigmatique comme ça. Ça je trouvais la scène assez réussie. Et cette filiation, comme tu dis, ça reste intéressant dans Inexorable. Quelque chose à travailler là. Oui. Non, mais comme tu dis, c'est toujours intéressant, Duels, parce que c'est quand même, c'est un auteur, et puis c'est quelqu'un qui expérimente, qui va au bout de son truc, et qui est un obsédé, qui va au bout de son délire, entre guillemets, qui fait pas tellement de concessions, quand même. On a l'impression que là, avec ce film-là, il en fait peut-être un peu, mais qui reste quand même fidèle à
ses marottes, à ses obsessions, et donc ça reste quand même intéressant, même si ce film-là est sans doute mineur par rapport à d'autres, mais c'est pas non plus son pire, hein, il en a fait des pires, hein, oui, mais je veux dire, dans ces films qui sont personnels, parce que bon, il y a des films qui sont moins bien, parce que c'est des œuvres de commande, ou bien des trucs où il n'a pas eu la main dessus au final, etc. Mais dans ces films personnels, c'est peut-être, on va dire, le moins intéressant, mais voilà, enfin oui, ce film-là, moi aussi, je l'ai vu 2 fois, et la première fois, j'avais vu les récurrences, et donc je m'étais dit, c'est pas mal, ça creuse quelque chose, il y a ces obsessions, il y a ces récurrences, etc. Et puis c'est vrai que ça tient pas la longueur à la deuxième vision, ça tient pas la route à la deuxième vision, où tu vois un peu plus le côté banal, quoi, de thriller banal, un peu, et la tension, comme il disait, où ça c'est franchement c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, un peu mitigé par rapport à ce film. Un peu, voilà. Ouais. Mais ça reste supérieur à ce qu'on a vu et à certains films. Enfin, en tout cas, ça correspond à, en tout cas, un cinéaste qu'on a envie de défendre au rayon vert. Ça reste. Oui, c'est sûr. Ça reste quelqu'un qu'on a envie de défendre, quoi qu'il arrive. Même si là, il fait un peu moins bien, quoi. Mais voilà. Alors, le 8e film dont on va parler, c'est La Ruche de Christophe Hermans. Alors, La Ruche, bon, on a une grande histoire avec La Ruche. Elle a commencé par le fait qu'on s'est dit qu'on allait voir ensemble le film. On était un peu consternés, il faut le dire. Hein. On a même eu un grand moment de rire à la fin. D'ailleurs, des gens rigolaient aussi dans la salle, hein, je me rappelle. Mais c'est vrai, quand je suis sorti de ce film, j'étais un peu en colère. Même si c'est un peu con de réagir comme ça. Mais bon, on est des cinéphiles, hein, avant tout. Hein. On est des cinéphiles, on est critiques aussi. Même si on ne se revendique pas comme critique, on est quand même des critiques. On écrit sur notre cinéphilie et avec notre cinéphilie. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est quasiment un pied de nez à toutes les réactions, à tous ceux qui, aujourd'hui, se battent pour faire exister d'autres films. Alors, il y a eu l'émission Cache Investigation sur l'RTBF. Il y a eu le livre de Frédéric Socher, évidemment, qui a suscité pas mal de remous. Il y a aussi un livre qu'on m'a conseillé, mais que je n'ai pas encore lu, qui est de Stéphane... je ne sais plus son nom maintenant. Bunker Paradise et tout ça. Je sais pas. Attends, je vais retrouver son nom vite fait. Qui a écrit un livre contre le réalisme... qui a un peu un livre contre le réalisme... Stéphane Liberski, voilà, Stéphane Liberski. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, j'aime pas trop ces 2 films-là récents des années 2010, mais en tout cas, voilà, il y avait pas mal de gens, et nous aussi au rayon vert. Ça fait quand même 4-5 ans qu'on critique le cinéma belge et qu'on fait un long travail patient pour essayer de dire qu'il y a des problèmes, et finalement les problèmes, tout le monde le dit, hein, pas nous, et le livre et l'émission, et plein de gens se plaignent, il y a plein de gens sont courants, etc. Et puis tu vois un film comme La Ruche, qui est l'exemple parfait de tout ce qu'on critique, quoi. Qui est l'incarnation même de tout ce qu'on critique, plus ou moins, quoi. Donc là, il y a une certaine colère, entre guillemets, qui arrive, et donc j'ai écrit un texte extrêmement incisif, mais qui pour moi restait quand même sur le film. Hein. Je parlais du film, à part peut-être vraiment je dis que l'huile de Sagny est mauvaise, comme tout. Bon, je ne m'attaque pas à l'actrice, je m'attaque à son jeu dans le film et à son personnage, et voilà. Et donc voilà, j'ai tout dit dans l'article, et je ne vais pas répéter ce qui est dit, parce que j'ai tourné la page, voilà. Mais pourtant, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la polémique, bien, on a vraiment reçu beaucoup de commentaires négatifs autour de l'article. Et tu te poses des questions, quoi, même des insultes, quoi, des insultes qui me traitaient par exemple de malveillant, alors que je ne crois pas être quelqu'un de malveillant, mais bon, peut-être que je ne suis pas un critique bienveillant, mais qu'est-ce que ça veut dire, critique et bienveillant? Ce sont 2 mots qui ne sont pas associables, hein, impossible, il est impossible de mettre le mot critique de cinéma et bienveillance ensemble, sinon c'est de la critique, quoi, ça n'a aucun sens.
Donc là-dessus, je trouve que c'est étonnant parce que c'est aussi une manière de restreindre la liberté d'expression, hein, c'est un peu ça. Hein. Si ça va pas dans le sens des gens, ben on va dire, on va les attaquer, on va les insulter, etc. Et c'est vraiment, donc pour moi, clairement une remise en question de la liberté d'expression. Ce film, je n'en dirai pas plus. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce que j'aime pas, comme ce qui se fait chez La Fosse, par exemple. Je pense à La Paire d'A Raison, l'hystérie. Bon, il n'y a pas d'humiliation vraiment dans ce film, mais c'est quand même un parcours du combattant bien pénible. Un huis clos, souvent en huis clos, avec des trucs un peu gros. Donc voilà. J'espère juste ne pas. J'espère juste que les gens, que les lecteurs de Rayon Vert, pour ceux qui nous écoutent, ben, savent bien qu'on on vise pas l'homme. Ce qui nous intéresse, c'est le film en tant que film, c'est ce qui se passe dans le cinéma, c'est notre combat. Et j'ai rien contre ces gens, j'ai rien contre Christophe Hermans, ni contre. J'ai juste un peu marre de tous ces films-là, contre lesquels on n'arrête pas d'écrire et il n'y a rien qui bouge, ou très peu de choses bougent, j'ai l'impression quand même, malgré le fait que. Moi je sais que les gens qui sont les décideurs, ils savent qu'il y a des problèmes. Ça fait des années qu'ils savent qu'il y a des problèmes. Et en plus économiquement, parce que quand on fait un film comme La Ruche et qu'on donne du subside à la Ruche, ben, ils savent bien qu'ils vont pas faire des milliers d'entrées. Ils sont au courant de ça quand même, hein, donc depuis longtemps. Donc ça c'est un autre débat, il ne faut pas lier les deux, mais néanmoins, bon, si ça peut remettre, j'ai envie de dire, toujours avec ça, avec le Dark Shelter, avec Wallimage, etc., si un film comme La Ruche a pu permettre à des gens de travailler, ben tant mieux. Tant mieux quand même, voilà. Donc le film n'est pas à pure perte non plus, parce qu'il fait travailler des gens. Donc ça, c'est ça qui est important aussi, à tous les étages. Mais quand même, laissons à la critique le droit encore de critiquer, quoi. Je pense que c'est important et que les gens doivent savoir accepter la critique et tout simplement, voilà, peut-être aussi réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Et puis oui, et puis donc voilà, je crois que j'ai dit ce que je pensais, et je ne veux pas en rajouter plus. Voilà. Oui, bah voilà, que dire sur le film, voilà, t'as tout dit. Après, sur les problèmes, entre guillemets, qu'on a eu, je veux dire, oui, comme tu dis, c'est un peu inquiétant que une critique, un article sur un film, donc une critique qui soit négative sur un film, soit presque interdite, comme ça, parce qu'on parle quand même d'un film qui a fait l'unanimité critique en Belgique. Oui. Quand je dis une critique, l'unanimité promotionnelle en Belgique, parce que on a vraiment assisté à ça. Je veux dire, on a assisté à une grosse machine promotionnelle autour de ce film. Il y a eu des dithyrambes, on avait vraiment l'impression que toutes les critiques entre guillemets qu'on pouvait voir ou entendre sur le film ou lire s'apparentaient à oui, c'est ça, à une machine promotion, c'est-à-dire il fallait absolument en dire du bien, donner aux gens envie d'aller le voir pour le cinéma belge, pour l'économie du cinéma belge. Et donc du coup, ben oui, tous les grands organes, donc le soir, la RTBF, Cinévox évidemment, voilà, tout le monde était là, hein, tous les gros. Tout le monde était là, oui. La Libre tout aussi, le monde était là, on est présent, voilà, pour dire que ce film était bouleversant, voilà, qu'il fallait le voir absolument. Et nous, pauvres rayons verts, pauvres sites cinéphiles de niche, voilà. On est quand même un site qui s'adresse aux cinéphiles, tu vois, donc et on a osé émettre une critique négative sur le film. Quel crime de lèse-majesté on n'a pas fait là, quoi. Parce que on a vraiment eu un déferlement, c'était quand même assez comique. En fait, moi j'ai trouvé ça comique, en fait. Oui. Et la façon dont ça s'est passé, c'est drôle, en fait.
Oui. On a vraiment eu donc le réalisateur, le distributeur, le réalisateur qui ont rameuté tous leurs amis pour venir nous insulter sur Facebook, quoi. En gros, c'est ça qui s'est passé. Ouais. et pour dire qu'il fallait combattre ce type de critique-là. Donc il faut combattre la critique. Donc ce que tu dis sur une atteinte à la liberté d'expression, ben oui, on est clairement là-dedans. Et je veux dire, dans les critiques qu'on a eues, ça volait pas très haut. Hein. Je veux dire, on a eu des gens qui nous ont dit qu'on ne connaissait rien à l'amour, qu'on ne savait pas ce que c'était que le respect. Enfin voilà, moi j'ai eu vraiment, c'était surréaliste, quoi. J'ai eu affaire à vraiment à des gens, à des cas désespérés. Je suis désolé de le dire comme ça, de manière un peu emportée, etc. Mais ce qu'on a eu, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Donc voilà, il faut le savoir, en Belgique, il faut dire du bien du cinéma belge. Il faut absolument dire du bien du cinéma belge, parce qu'il faut aller dans les salles pour voir du cinéma belge. Qu'importe si le film est mauvais, voilà, il faut y aller, parce qu'il faut faire marcher l'économie du cinéma belge. Et si vous ne faites pas ça, eh bien vous êtes, voilà, on vous combat. Oui, on attaque le spectateur, on dit que c'est... Au début, il y avait un peu ça, il y a quelques années, hein, mais c'est la faute au spectateur qu'il n'y ait pas de public pour le cinéma belge francophone. Il y avait ça un peu, je ne supportais pas, quand je trouvais ça, ça me faisait péter un câble, parce que je disais non, les gens font leur choix et ils préfèrent aller voir un tel film qu'un film belge francophone raté. Et subsidier... voilà, subsidier peut-être pas parce que c'est le meilleur film qu'ils ont eu, parce que quand tu vois, ils reçoivent combien de projets là, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils reçoivent 450 projets de long métrage, et il y a seulement 10 millions d'euros d'argent à répartir à la commission. Donc c'est un vrai combat, enfin, tout ça est un truc, on va pas revenir là-dessus, il y a des gens qui en parlent mieux que nous, mais c'est vrai que il y a quelque chose qu'on peut... Il faut être solidaire. Ce que je disais en entrée avec le Festival de Cannes, quoi. On doit être solidaire d'un cinéma alors que on ne propose pas d'analyse esthétique derrière. Or, c'est ce que nous on fait au Rayon Vert, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est face à des conflits. Mais écoute, moi je propose de laisser la ruche là où elle est. Oui, c'était quand même un événement marquant de notre... c'est un événement marquant de l'année. De la vie du Rayon Vert. Oui. Voilà. Oui. Mais oui, voilà, laissons-la. Et puis il n'y a pas de diffamation, enfin j'ai pas fait de trucs... enfin voilà, il y a juste un article, mais très, très dur, ça il faut que je le reconnaisse aussi. Et c'est très difficile à encaisser quand on... Mais bon, ce n'est qu'une critique parmi d'autres, quoi. Je veux dire... Et comme tu dis, il n'y a pas besoin... C'est la seule critique négative qu'ils ont eue, je pense, hein, vraiment. Et non, c'est pas, ils ne l'ont pas accepté, tu vois. Voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la manière dont ça s'est fait, mais je veux dire, la manière dont les gens ont été rameutés sur Facebook, voilà, pour nous contrer, pour nous combattre, c'est pas très reluisant. Non. Voilà. Je suis d'accord. Sans rentrer dans les détails. Donc, et voilà, je veux dire, on est dans le domaine d'un art, voilà, on est des critiques, on a droit à un avis, on n'est pas des hommes sandwich pour le cinéma belge, tu vois. Ouais. Normalement, ça devrait être comme ça, normalement, la critique n'est pas à la botte des distributeurs. Apparemment, en Belgique, c'est implicitement, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, les critiques devraient être des hommes sandwich, devraient être... travailler pour les distributeurs. Nous, on fait pas ça, on joue pas le jeu, voilà, on est des mauvais joueurs. Ouais. Et donc voilà, et donc ça mène ce genre de situation. C'est pour ça que les gens ils viennent nous lire aussi, je pense. Hein, quand je reçois des retours et tout ça, il y a des gens qui disent que voilà, que ce qu'on fait c'est le plus intéressant pour le moment parce qu'on est honnête et transparent envers nous-mêmes et qu'on n'est pas là dans une optique de promotion, jamais. Et on n'a jamais fait ça, la promotion pour la promotion. Donc voilà. Alors on va passer au 9e film. Un film qu'on a... Est-ce qu'on l'aurait épargné, ce film, Thibaut? Je ne sais pas ce que tu en penses. Sans soleil de Banu
Akseki. Akseki, oui, voilà. Le film est sorti au mois de juin, il a été repoussé plusieurs fois. C'est un film de science-fiction, on peut dire, hein, puisqu'il se passe dans un monde où il y a des éruptions volcaniques, solaires, pardon, des éruptions solaires assez importantes et qui entraînent des comportements bizarres dans la population. Alors, il y a un cadre, il y a des effets spéciaux, tu sais, on dirait un moment, tu as un plan qui aurait pu être tiré de Batman, par exemple, du Batman de Christopher Nolan. Mais au final, tout ça est laissé de côté, tout ce contexte, tout ce potentiel qu'il y avait à raconter une histoire un peu fantastique, c'est remplacé par un récit psychologique de la recherche de la mère. C'est un enfant qui perd sa mère dans le prologue du film, qui est incarné par Asia Argento, d'ailleurs qu'on voit juste durant cette scène-là, et qui après va chercher sa mère dans les bas-fonds de la ville, où il habite, etc. Et je trouve que c'est un film très décevant, quoi. Très très décevant, malgré l'ambition qu'il y avait sur papier, quoi. Et je trouve dommage. Et c'est un film qui est passé, mais vraiment, il est rentré, il est sorti tout de suite. J'en ai vraiment rien tiré, et je l'ai trouvé assez plat, quoi. Alors peut-être que je dois le revoir une fois, mais ça a été compliqué. La première vision a été compliquée. Est-ce que j'étais pas bien réveillé, est-ce que j'étais pas en forme, tout ça peut jouer, bien sûr, parce que l'expérience spectatorielle reste première, toujours. Hein, c'est toujours les conditions de réception qui déterminent parfois notre réception d'un film, notre amour pour un film. Mais ici, j'ai vraiment je me suis demandé quel gâchis, quoi. Quel gâchis, il y avait du potentiel, quoi. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je sais pas si toi, tu as peut-être plus à dire que moi. Non, j'ai le même ressenti que toi, c'est que oui, c'est un peu un gâchis, parce que oui, j'avais peut-être petite attente en fonction de l'impression que le film donnait d'être un film de science-fiction ou voilà, c'était un peu intriguant. Et puis bah oui, comme tu dis, en fait, ça cache un film psychologique de plus, une quête psychologique, voilà, qui est quand même très plate, qui est un peu pas très bien dialogué, ni bien joué, ni voilà, c'est un film qui est assez laid visuellement. Enfin, voilà, j'ai pas voilà, c'est un peu un film bancal, un peu, j'ai l'impression. Aussi, comme tu disais, donc cette première partie avec Asia Argento, le film est marketé sur son nom, un peu sur Asia Argento, alors elle apparaît 10 minutes au début du film, quoi. En plus. Et donc c'est un peu un film marketé sur une star internationale, même si bon, Asia Argento, c'est pas non plus pas une star incroyable internationalement, mais oui, elle est connue internationalement, on va dire. Et voilà, et en fait, j'ai l'impression que c'est un film un peu arnaque, quoi. C'est-à-dire qu'on te vend un truc et en fait, t'as autre chose, quoi. Bon, après, je dis pas que ça peut être bien, hein, tu vois, d'avoir le côté déceptif, ça peut être bien, mais là j'ai vraiment l'impression que dans ce cas-là, c'est pas une démarche artistique qu'il y a derrière, c'est vraiment un truc de déception, mais vraiment, enfin dans le sens du mot anglais deception, quoi, tu vois, d'une manipulation, quoi, tu vois, d'un truc, d'un tour de passe-passe, quoi. On dit ah oui, tu vas voir ça. En fait, ben non, voilà, c'était juste un emballage cadeau bien fait. Et derrière, ben, t'as un film qui est typique, un peu de d'auteurs voilà, psychologique, intime, de l'intime, etc. Et voilà, pas terrible. Donc voilà, rien d'autre à en dire non plus. Toi, tu disais, faudrait peut-être une deuxième vision. Écoute, je pense que non, je vais en rester à Si je passe à la télé une fois, quand tu passeras sur la 3 à 11h, je le regarderai une fois peut-être. Mais comme tu dis, il y a une déception derrière, quoi, c'est vraiment ça. Et t'as pas le sentiment qu'il y a un travail artistique qui est fait. Il y a peut-être un travail sur les décors et sur la lumière, machin, mais
mais il n'y a pas, il y a pas une expérience déceptive intéressante. Comme on peut parfois être, comme tu dis, avoir ce type d'expérience intéressante. Et c'est pas le cas, au contraire. C'est juste un truc, on t'annonce à Argento, et puis après, elle disparaît après 10 minutes, et puis ben, t'as La Quête de la mer, on a vu ça dans des milliers de films, et il n'y a rien d'original dans celui-là. Donc là, je te rejoins complètement. Oui, et puis il y a surtout l'idée qu'on vend le genre, enfin qu'on s'appuie sur le genre pour... voilà, le film a un habillage de film de genre, mais en fait, c'est pas un film de genre, c'est la trame du film, l'enjeu principal donc, qui est là dans la deuxième partie du film, n'est pas un enjeu de film de genre. Il pourrait être dans n'importe quel... dans un film qui serait ancré dans le réel contemporain, tu vois, ce serait la même chose, tu vois, c'est le même film. Et c'est donc l'ancrage dans le film de genre, il est juste opportuniste, tu vois. Tout à fait. Comme il y a quelques films comme ça, d'auteurs, même français, récemment, qui est un peu comme ça aussi, d'ancrage opportuniste dans un genre, ou de faire passer un film d'auteur réaliste, coup de poing, pour un film de genre, tu vois. Ça, il y en a eu quelques-uns. J'ai l'impression que ce film-là, c'est un peu ça, c'est faire passer un film psychologique banal pour un film de genre, alors que ça n'en est pas un, c'est juste un trompe-l'œil, quoi, tu vois. Oui, en parlant de l'œil, justement, ils mettent des gouttes dans l'œil, là, mais il y a rien, il n'y a aucune idée avec ça. C'est juste... peut-être qu'il y a un truc sur la vision, ou... Enfin, moi, j'ai pas compris la finalité de cet usage-là, qui peut être intéressant, avec l'œil, et le regard, le soleil, enfin... Mais j'ai pas... Peut-être qu'il y a un truc, hein, j'ai pas vu, je l'ai pas perçu, hein, mais en tout cas, là, sur le moment, de la vision, je n'ai pas trouvé, en tout cas. Donc, voilà. Bon, dernier film, le 10e, qui est sorti fin juin, c'est Zeria de Harry Cleven. Alors, c'est une sortie restreinte à Flagey. Harry Cleven, on lui doit, c'est un scénariste reconnu, et il a fait avant ça, il avait fait le film Mon Ange, qui m'avait pas trop convaincu, hein. C'était un film sur un personnage invisible. Donc c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu compliqué ce genre de film quand même, de réussir ça, de réussir un film avec une personne invisible. Donc je partais pas très chaud, mais puis finalement, quand on regarde le film, c'est un film magnifique d'un point de vue esthétique et visuel, hein. Il y a tout un jeu sur les marionnettes, sur l'espace au sens l'espace cosmique, quoi, le cosmos, toute une sorte de réflexion sur l'émergence de la vie, des sentiments, etc. Et donc le film fait vraiment le pari de l'imagination et emmène le spectateur dans une expérience qui est vraiment une expérience visuelle et peut-être réflexive sur un peu une expérience cosmologique, un peu comme ça, ou quelque chose d'un peu philosophique. Donc c'est vraiment très abstrait comme film, et néanmoins concret parce qu'il y a aussi toute une question familiale, c'est une question avec le père, l'héritage du père, du grand-père, etc. Mais je trouve que le film est trop abstrait et ça n'a pas suscité chez moi un désir d'écriture suffisant, malgré le fait que c'est un film tout à fait honorable, que je trouve honorable en tout cas, et qui... voilà, il aurait peut-être pu avoir un peu plus de récit. Mais donc, tu vois, là on tombe un peu... On reproche tout à l'heure à Wells d'aller dans le récit contre l'abstraction. Ici, on faisait un film purement abstrait auquel on demande plus de récit. Donc là, peut-être que je me contredis un peu, mais à nouveau, c'est lié à l'expérience du film même, et le fait que je n'ai rien su en dire après, malheureusement. J'aurais bien aimé en dire quelque chose, mais j'ai pas trouvé l'idée, donc voilà. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Un peu, oui, comme toi, un côté un peu, une impression un peu mitigée. Mais oui, c'est un film en tout cas, c'est un film qui est intriguant, puis qui a un univers, comme tu dis, d'imaginaire, visuel, assez marqué aussi. C'est un film de marionnettes. Donc oui, bon après ça appelle un peu à des souvenirs cinéphiles aussi.
évidemment le côté marionnette, du coup ça me rappelle Anomalisa par exemple. Voilà, pas du tout dans la même type de récit comme tu dis, et voilà, c'est autre chose, mais oui, on est un peu dans l'abstraction, c'est vrai, c'est un film qui travaille un peu la déstructuration, l'abstraction du récit. Il y a des thèmes qui sont là, qui apparaissent assez clairement, mais en fait finalement les thèmes apparaissent plus clairement que le récit en lui-même. Donc, mais oui, disons que c'est un film c'est un peu stimulant parce que voilà, et un peu parce que c'est assez original, ne serait-ce que dans la démarche et dans son aspect visuel, etc. Maintenant, oui, là, je pense que là, clairement, pour le film précédent, tu disais que peut-être il faudrait une deuxième vision. Moi, je pense que par rapport à Sans Soleil, je pense que non. Moi, je ressens pas le besoin d'une deuxième vision. Par contre, pour ce film-ci, pour Zeria, là, je me dis que oui, je reverrai bien le film. En plus, le film est assez court. Donc il est assez compact, assez voilà, donc et allez, il reste opaque, un peu mystérieux sur certains aspects, donc oui, là je pense que c'est un film qui mérite peut-être une seconde vision pour un peu plus le cerner, quoi. Mais en tout cas, oui, en tout cas c'est un film qui est quand même parmi les films intéressants. Dans notre liste là, ça fait partie des 2-3 films quand même intrigants, intéressants. Voilà, même si comme tu as dit, il nous a pas titillé sur le plan du texte, quoi. On n'a pas eu assez d'accroche avec le film pour écrire dessus. Donc ça nous arrive souvent aussi, ouais. d'être intrigué, intéressé par des films, voilà, sans avoir vraiment de déclic qui fait qu'on puisse écrire dessus et développer une pensée un peu concrète sur le film. Parce que justement, le film ne se prête pas à ce côté peut-être. Enfin si, je pense qu'il se prête à l'analyse, mais il n'est pas, comme tu disais, il est dans l'abstraction, donc c'est difficile de concrétiser un peu des idées autour de cette abstraction-là. Donc voilà, mais en tout cas, oui, film voilà, intéressant, curiosité, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors avant de conclure, on peut parler des coproductions, puisque on le sait, en Belgique, le Tax Shelter permet de faire plein de belles choses. Rien qu'en 2021, ils ont coproduit Onoda, Titan, enfin je pense que le Tax Shelter est là, mais en tout cas c'est des coproductions belges, et avec le Tax Shelter. Et donc cette année, rien qu'en 6 premiers mois, il y en avait pas mal de films quand même sont sortis qui sont des productions Tax Shelter. Moi j'en ai repris 3 que j'ai un que j'ai, à degré divers. Alors, le premier film des 3, c'est Miss Marx, donc qui est un film sur la fille de Karl Marx, si je ne me trompe pas. C'est un film d'une réalisatrice qui a fait Nico 1988. Alors là, c'est aussi un film d'époque, un film en costume. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans ce film, c'est vraiment une grosse déception. On s'intéresse un peu à la vie, mais de cette fille sans vraiment que ce soit très passionnant. Et à un moment donné, il y a une scène qui est complètement ratée, il me semble, où elle se met à danser sur de la musique contemporaine, quoi. Savoir une musique de rock ou je sais pas quoi, qui normalement n'a pas lieu, quoi. Donc on dirait vraiment un délire de 2 copines qui ont fait un film comme ça. Et donc voilà, ça me paraît être assez raté, Miss Marx. Je vais. Donc voilà, à nouveau, s'il y a du Tax Shelter, s'il y a du Wall Image, etc. dedans, c'est bien parce que ça a fait vivre un peu des sociétés. Donc moi, ça ne me dérange pas que le film soit nul. Mais voilà, donc ça c'est quand même bien. Alors, Dusty Ahead, alors j'ai toujours du mal à prononcer ça.
C'est ce film libanais hein, qu'on avait vu au FIF à Namur et qui ensuite a été sorti par le Cinéma Galerie, Galerie Distribution. Et c'est un film que j'avais pris en exemple là, pour la rencontre que tu évoquais là, tout à l'heure chez l'ASA, l'Association des scénaristes. C'est vraiment le film à clichés que j'avais pris, comme un film vraiment d'auteur, les clichés du cinéma d'auteur international. Et en fait, il est coproduit par la Belgique. Donc, j'ai dit, tiens, malheur, pauvre Belgique encore. C'est un film sur une fille qui se laisse aller complètement. En fait, elle revient de Paris, elle revient dans sa ville. Et donc elle retrouve ses anciens amis, il y a des pots de cigarettes, il y a des scènes de danse, il y a tout ce que tu veux pas. Il y a la mer, évidemment, hein, Tessie, c'est dans le titre déjà, donc il y a tout est là, quoi. Pratiquement tout est là dans ce film. Et je sais pas, est-ce qu'on l'avait vu ensemble au FIF, ce film-là? Oui. On l'avait vu ensemble, oui, hein. par exemple, en plus je l'avais vu 2 fois ce film, et je pense que la première fois j'avais fait un peu illusion, parce qu'il y a un côté un peu fantastique à la fin du film, je pense, avec une grande vague qui déferle là, enfin, il y a une menace, enfin oui, et donc oui c'est ça, je m'étais un peu fait avoir par ce côté-là du film, alors que c'est la même chose que ce qu'on disait avant, c'est apporter une donnée de genre un peu pour transcender entre guillemets un film qui finalement est très au premier degré, psychologique, très cliché. Très plat, quoi. C'est un film très plat. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, oui, c'est un film un peu, allez, arty, comme ça. Tu vois, un cliché film arty sur la jeunesse désemparée. C'est ça, exactement. Et avec les passages obligés que tu disais, hein, oui, aussi. Scènes de fête, de danse, des trucs comme ça. Dans l'appartement, là, le spectacle danser dans l'appartement. Des clopes, on fume des clopes. À fond, les clopes à fond. Donc, oui, c'est ça. Oui, côté, bon, après, il y a 2-3 scènes qui sont pas mal. Mais... Ouais, moi, les films de retour à la maison, là, retour au foyer, retour au village natal, retour dans la famille, j'arrive pas non plus parce que il y a vraiment peu de films qui arrivent à sortir des sentiers battus, quoi. C'est toujours la même chose, c'est toujours un type de narration, un type de personnage qui se ressemble, les mêmes choses, oui, les confrontations, elle vient de la ville, elle revient de la famille, les trucs, enfin, ça, j'en peux plus non plus, les retours à la maison. il faudrait qu'on arrête avec ça. Il y en a plus qu'on ne le croit en plus des films comme ça. Donc, voilà. Et le troisième film, Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, qui est coproduit par Versus, j'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Alors c'est pas le meilleur film de Quentin Dupieux, mais on peut quand même dire que c'est bien qu'on coproduise des films comme celui-là, comme cela, même si je pense pas qu'il ait beaucoup de difficultés à être produit, Dupieux. Alors c'est un film où l'idée de folie m'est venue plutôt que le côté surréaliste et tout ça. Il y avait un côté un peu beauf dont tu parlais, avec Magimel là, et aussi cette actrice, hein, c'est la Drucker, c'est ça, hein, qui veut absolument redevenir jeune. Tout ça, c'est un peu des clichés, de jugement un peu pas très intéressant. Donc je trouve que c'est pas vraiment un film de Dupieux qui me plaît. Mais il y a quand même des trucs intéressants quand même si on lit un peu le film avec les autres. Mais ça, on n'aura pas le temps de le faire. J'ai écrit un article sur le rayon vert qui est consultable. Donc voilà, je te donne la parole pour les coproductions qui t'auraient marqué ici, ces 6 premiers mois. Oui, ben écoute, moi, pour être transparent, je t'avais demandé une petite liste de coproductions, parce que c'est vrai que moi-même, je suis pas vraiment au courant de quels films sont coproduits par la Belgique. On n'est pas vraiment finalement toujours au courant. Ben oui, les films dont tu as parlé, là, j'étais pas, par exemple, le Dupieux, j'étais pas du tout au courant que c'était une coproduction belge, par exemple. Et là, dans la petite liste donc, du coup, que tu m'as fait parvenir, ben oui, c'est ça, il y a un côté où c'est pas très cohérent, quoi, tu vois, parce qu'il y a des choses bien, des films d'auteur, et puis t'as des films vraiment pas terribles, même
allez, de films à sujet, ou alors de films patrimoine français. Là, j'avais vu qu'il y avait Maigret, par exemple. Bon, voilà. C'est quand même incroyable que, enfin oui, Maigret, oui, c'est vrai, ça se comprend vu que, voilà, vu le Simenon, voilà, il y a avec la Belgique, Simenon, mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Et mais sinon, oui, dans les films, dans la petite liste que tu avais passée, par exemple, j'étais aussi surpris de voir qu'il y avait un film que moi j'ai bien aimé, qui s'appelle Don Juan, donc le film de Serge Boson. Ouais. Et voilà, c'est pourquoi voilà, non, mais c'est bien que la Belgique coproduise un film de Serge Boson, c'est pas ça, mais ce qui est surtout très bizarre là-dedans, c'est que moi, Don Juan, je l'ai vu, j'ai dû aller à Lille pour le voir, quoi. Donc il n'est pas sorti en Belgique, en fait. Et je pense qu'il ne sortira pas. Enfin, donc c'est un film coproduit par la Belgique et qui sort pas, qui va pas sortir en Belgique. Donc c'est un peu bizarre quand même. Enfin, s'il sort, il sortira peut-être au cinéma galerie, voilà, de manière, enfin des mois après sa sortie en salle en France et voilà, donc de manière un peu pirate comme ça. Donc oui, c'est un peu bizarre de voir, de se pencher là-dessus sur les coproductions. Voilà, parfois ça fait pas tellement sens comme ça de voir tiens tel film était coproduit par la Belgique. Je sais pas, oui. Bon, il y a par exemple il y a le film de Gaspard Noé aussi, j'ai vu Vortex. Ouais, Vortex, ouais. Qui est une coproduction aussi. Bah, j'étais pas du tout au courant non plus que c'était une coproduction belge. Voilà, bon, c'est sûr que c'est pas mal que des films comme ça puissent être coproduits en Belgique. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt cinéphile de certains producteurs, voilà, pour des auteurs, quoi. Et donc voilà, donc à la fois c'est bien et puis à la fois c'est un peu triste que voilà qu'on n'arrive pas à avoir cet intérêt pour des auteurs singuliers aussi en Belgique, quoi, tu vois, dans les productions nationales. Donc voilà, bon, j'ai rien d'autre vraiment à dire sur le sujet, voilà, par évoquer ces deux films-là. Voilà, mais moi je pense que tu as bien parlé. De toute façon, le Tax Shelter, ça a toujours été, en termes de production, toujours été les grands écarts, quoi. On aide les films belges comme on aide les grosses productions françaises. Alors beaucoup de gens disent que voilà, on sont critiques par rapport à ça. Il y a eu des dérives, on les connaît, avec des fausses factures, un fonctionnement qui n'était pas très clair, qui permettait des taux de revente des parts du film, etc. Enfin, tout ça a été réformé à un moment donné, en 2016, je crois. Et ben voilà, je crois que c'est un super outil et il faut continuer à l'utiliser, même si on produit Maigret. Voilà, Maigret c'est pas bien. D'autres trucs que j'ai vus, je les ai même pas mis dans la liste parce que c'était des comédies françaises que je crois pas que tu avais vu non plus. Donc, mais oui, il y a pas de chance que je les ai vus. Ouais, c'était vraiment le bas du panier quand même, donc j'ai pas dit ça. Mais pour moi, voilà, ça reste un super outil et certains intermédiaires, donc c'est-à-dire qu'il y a des boîtes spécialisées en Tax Shelter, ils coproduisent des films belges et documentaires et tout ça, donc je crois que c'est bien, et ça continue, ça va se déployer encore et encore, on n'est pas prêt, je pense, d'arriver à la fin de ça, et tant mieux, moi je dis, voilà. Alors, est-ce que, pour conclure ici, donc le bilan de ces 6 premiers mois de l'année 2022, enfin, moi j'ai pas de conclusion à faire comme ça parce que c'est vrai qu'on a assisté à des films assez différents, comme chaque fois, mais on voit quand même une tendance à maintenir un certain type de cinéma réaliste, coup de poing, film à sujet, mais il y a quand même à côté des choses intéressantes qui se passent, mais c'est quand même pas la... On n'est pas prêt de voir quand même, j'ai l'impression qu'il faudra encore un peu de temps avant de voir des films qui pourraient nous intéresser, en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas, enfin, je m'exprime un peu mal ici peut-être, mais... disons que dans la liste qu'on a faite, je pense que les films qui nous ont intéressés, c'est des films qui sortent un peu du moule, quoi, tu vois, qui sont un peu en marge ou tu vois,
voilà, où c'est par exemple un film documentaire, dans le film de Thierry Michel, le film de Bucquois qui est vraiment en dehors du système, voilà, qui est un film un peu anarchiste et anarchique, on va dire, voilà, qui est hors du système, voilà, actuel, et même Duels qui est un peu un film français sur les bords quand même, hein, le film d'Harry Cleven aussi qui est quand même un peu à la marge, qui a eu, comme tu l'as dit, une sortie très confidentielle, tout ça. Donc j'ai l'impression que voilà, nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment c'est pas les blockbusters belges, quoi. Tu vois, c'est voilà, les gros succès du cinéma belge, c'est le succès, je sais pas si le mot est bon, mais je veux dire, les films dont on a parlé vraiment dans les sorties, c'est ceux qu'on n'a pas aimés, c'est Animals, Le Bully Lanners, La Ruche, voilà. Tu vois, les films qu'on fait parler d'eux un peu dans les médias, etc., même qu'ils aient marché ou pas en salle, hein, je veux dire, mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas eu le paquet dans la promotion sur le Yann Bucquois, quoi, par exemple. Tu vois, donc, tout à fait, t'as raison, en fait. Je crois que ce sont les films qui ont constitué un peu la colonne vertébrale de la production belge francophone de cette première moitié d'année qui nous intéressait le moins, comparé à ce qui s'est fait à côté, de manière peut-être plus, comme tu dis, effectivement plus indépendante ou plus discrète, et que c'est ça qui nous a intéressé. Et encore, on n'a pas vu tous les documentaires qui ont été faits, qui sont sortis. Notamment, il y a eu ce documentaire Kind Earth qui a eu un prix à Berlin, prix Génération, je crois. Donc c'est pas rien, le Grand Prix. Donc il est sorti à l'aventure et j'ai pas été le voir. Et j'attends de le trouver sur une plateforme VOD pour le regarder. Donc rien que cet exemple-là pourrait en cacher d'autres qu'on n'a pas vu. Et là, on aura une autre version. Mais effectivement, je crois que il y aurait une production, comme tu dis, blockbuster, ou une production, en tout cas, centrale, canonique, officielle. Hein, un cinéma, on va dire, un cinéma de papa, on pourrait dire. Mais je ne sais pas si c'est la bonne expression. Et à côté, des choses plus intéressantes, sans être tout à fait révolutionnaires, ou sans nous plaire vraiment radicalement, quoi. Je veux dire, on n'est pas emporté par un film encore pour l'instant. On n'a pas été emporté par un film. À part peut-être Rien à foutre, mais c'est un cas à part encore, quoi. Et L'Empire du Silence, ben c'est bien. C'est un bon film, ça donne envie de faire plein de choses, de voir d'autres films et de se renseigner sur la cause et tout ça. Mais c'est pas non plus un grand documentaire. Thierry Michel a fait de meilleurs documentaires, comme je l'ai dit au début de l'émission. Bien voilà, merci Thibaut. On se donne rendez-vous de toute façon dans 6 mois pour faire le bilan de la deuxième partie de l'année. Et aussi à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. On verra le thème. Voilà. Bien, merci à toi et à bientôt. Merci. À bientôt.